Dans cet épisode, nous allons parler de la perméabilité intestinale et de son impact sur notre santé. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que l'on va faire, c'est que l'on va parler de perméabilité intestinale. Et si vous vous intéressez à la santé et que vous lisez régulièrement des choses, vous avez très certainement déjà entendu parler de cette perméabilité, de l'importance en fait de l'intestin pour notre santé et du fait que si votre intestin a perdu sa perméabilité, il va commencer de laisser entrer dans le corps des toxines qui vont petit à petit encrasser nos cellules et causer des maladies. Alors, je ne vais pas entrer dans la notion de quelles maladies sont liées à cette perméabilité intestinale. La recherche, pour faire très simpliste, montre que fondamentalement, la plupart des maladies de civilisation, ces maladies chroniques qui nous touchent, ont une composante où notre intestin est impliqué avec cette perméabilité intestinale. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, on a une évolution de l'acceptation de ce concept de perméabilité intestinale et ça part de l'évolution où le monde médical ne reconnaissait absolument pas ce concept, le fait que cela participe à la maladie, maintenant, alors il y a de nombreux médecins qui ne le reconnaissent pas encore, qui ne le prennent pas en compte, mais au niveau de la recherche, ça devient bien établi avec des centaines, voire des milliers d'articles scientifiques sur cette perméabilité intestinale. Donc on est passé de ce concept où peu de personnes l'acceptaient, peut-être chez les nutritionnistes, dans la naturopathie, etc., mais où c'était vraiment pas reconnu du tout dans le monde médical, et maintenant ça commence à devenir bien établi dans le domaine. Donc on est passé à un deuxième niveau, si vous voulez, de prise en charge, où oui, on reconnaît qu'il y a cette problématique, mais finalement, on est dans une prise en charge très simpliste où les gens ne vont pas nécessairement tester pour la présence ou non. Donc on va dire, oui, on sait que de toute façon c'est impliqué, donc on va le traiter sans savoir si c'est effectivement le cas ou pas. Et puis on va le traiter de manière un petit peu générique. Le supplément le plus utilisé, si vous avez déjà lu là-dessus, c'est ce qu'on appelle la glutamine. Il y en a d'autres, mais la glutamine, on va vous donner ça. Vous avez une problématique chronique, donc on part du principe que votre intestin est perméable, donc on vous donne la glutamine. Et puis sans savoir si finalement, effectivement, vous avez une perméabilité intestinale ou pas, ou si le fait de vous donner le traitement améliore effectivement, pas juste vos symptômes, mais améliore cette imperméabilité intestinale, à aujourd'hui un troisième niveau où maintenant on est capable de vraiment être très spécifique, de pouvoir tester avec des tests de laboratoire si vous avez une perméabilité intestinale et de vraiment préparer un programme qui est spécifique à vos besoins et donc d'avoir de meilleurs résultats. Alors, pour pouvoir parler de cette spécificité, il faut qu'on vous donne déjà un petit peu une notion de ce qui se passe vraiment au niveau intestinal. Et ici, donc, j'ai dessiné votre intestin. Vous auriez l'intérieur de votre intestin ici, et puis ici, on a la muqueuse intestinale qui est en fait une couche de cellules. Et il n'y a qu'une couche, donc c'est vraiment quelque chose de très très fragile au niveau de cette perméabilité intestinale. Et donc, je vous ai dessiné ici des cellules intestinales et vous voyez qu'il y a différents éléments. Donc, entre chaque cellule, il y a deux types de molécules qui vont maintenir les cellules entre elles. Une s'appelle l'occludine et la deuxième s'appelle la zonuline. Et ces découvertes-là, elles datent peut-être d'une dizaine d'années, même pas. Donc, c'est quelque chose de très nouveau dans la science. Et donc, on sait qu'on a ces deux molécules qui vont maintenir les cellules entre elles. Et puis, une autre chose qui est très importante, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore énormément considéré par la plupart des gens qui prennent en compte ce concept
de perméabilité intestinale, c'est ce qu'on appelle l'actomyosine. Ce sont des petits filaments en fait qui vont maintenir la structure de nos cellules. Et donc la notion que l'on sait, c'est que si votre intestin, finalement, ces molécules qui tiennent les cellules entre elles, eh bien, ne fonctionnent plus bien, eh bien, les cellules, elles vont commencer de s'écarter. Je vais peut-être vous le dessiner comme ça ici, hein, où on a une cellule ici, et puis on aurait ces substances ici qui sont détruites, hein, comme ça, et donc ça permet aux substances d'entrer. Oh, alors celui-ci ne fonctionne plus, on va en prendre un autre. On a donc des substances qui pourraient pénétrer ici entre les cellules. Et ça, c'est en fait un mécanisme que l'on appelle paracellulaire. Okay? C'est-à-dire que les molécules vont passer entre deux cellules parce que l'occludine ou la zonuline ne fonctionnent plus comme elles devraient ou elles ont été endommagées. Okay? Maintenant, ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a un deuxième mécanisme de pénétration des molécules, et c'est un mécanisme que l'on appelle transcellulaire, c'est-à-dire que les substances vont pouvoir passer directement au travers de la cellule parce que ces filaments d'actomyosine, en fait, sont détruits et la structure de la cellule n'est plus ce qu'elle devrait être. Et en fait, la gravité de ces mécanismes n'est pas la même, et donc le temps qu'il faudra pour régénérer votre muqueuse intestinale et cette imperméabilité intestinale, eh bien, va varier en fonction de ces deux types. Donc la première des choses à garder à l'esprit, c'est qu'il y a deux types potentiels, deux mécanismes potentiels de perméabilité intestinale. Un qui est paracellulaire, qui implique l'occludine et la zonuline, et puis un autre qui est transcellulaire, directement au travers de la cellule, qui implique en fait une altération de la structure de la cellule elle-même, et plus seulement le lien entre deux cellules. Et bien évidemment, vous pouvez avoir les deux types en même temps. Okay? L'autre élément qui est important de connaître ici, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de votre flore intestinale, c'est-à-dire que est-ce qu'on a beaucoup de mauvaises bactéries qui sont présentes, parce que les mauvaises bactéries vont produire une substance qu'on appelle des lipopolysaccharides, des LPS, et ces substances, elles sont toxiques. Donc si on a une flore intestinale qui est endommagée, eh bien il y a des toxines qui vont être produites qui vont potentiellement pénétrer. Donc vous voyez bien que si vous avez une flore intestinale qui est en bon état et que vous développez une perméabilité intestinale, eh bien on va avoir moins de toxines qui vont entrer dans le système que si vous avez à la fois une perméabilité intestinale et une perturbation de la flore intestinale avec beaucoup de présence de toxines, dont des LPS. Donc en fait, on a une notion de gravité qui va se faire. Et donc, cette notion de gravité, c'est que vous pouvez avoir une perméabilité intestinale, mais on n'a pas de problème de ce qu'on appelle endotoxémie, c'est-à-dire où des toxines entreraient dans votre sang parce que cette barrière ne les filtre plus, un petit peu comme une frontière où il n'y aurait plus de garde frontière et que tout le monde pourrait entrer. Okay? Donc, vous avez cette première problématique qui est juste paracellulaire, mais sans endotoxémie. Puis ensuite, un petit peu plus grave, eh bien, cette perméabilité intestinale par mécanisme transcellulaire, mais toujours sans endotoxémie. Et puis ensuite, une perturbation paracellulaire, mais avec des LPS qui entreraient aussi dans le système. Et puis, le plus grave, eh bien, c'est d'avoir cet mécanisme transcellulaire avec une endotoxémie, c'est-à-dire que les LPS entreraient au travers de ces cellules parce qu'elles nous montrent que la structure n'est pas maintenue. Et bien évidemment, le pire, c'est si vous avez les deux mécanismes et une endotoxémie. Donc la première des choses à reconnaître, c'est que ce n'est pas aussi simple que de dire « oh, c'est juste une perméabilité intestinale ». On sait désormais qu'il y a différents mécanismes, que ces mécanismes sont plus ou moins sévères et peuvent prendre plus ou moins de temps à récupérer.
Okay? Donc, lorsque l'on va considérer d'étudier, d'évaluer si un patient a une perméabilité intestinale, eh bien, la première des questions que nous, on va se poser, c'est de quel type s'agit-il? Est-ce que l'on parle d'une problématique paracellulaire ou transcellulaire ou les deux? Le deuxième mécanisme qu'il faut connaître, c'est de savoir est-ce que l'on a des signes d'endotoxémie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la présence de toxines, d'une perturbation de la flore intestinale, une dysbiose qui fait que des éléments entrent dans le système. Le troisième élément qui est très très important, c'est que l'on a un deuxième type de barrière qui est au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau est protégé par une barrière hémato-encéphalique parce que c'est un des organes les plus sensibles du corps. Donc, une des choses, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont des problématiques cognitives aussi, c'est de savoir si cette barrière hémato-encéphalique est elle aussi dysfonctionnelle. Parce que si vous avez des choses qui entrent dans votre corps, des toxines qui entrent dans votre système, c'est une chose, mais si votre cerveau reste protégé, ça va causer nettement moins de dégâts que si vous avez des toxines, des LPS qui vont entrer dans votre système et une barrière hémato-encéphalique qui est elle aussi perméable, ce qui vont permettre à ces éléments d'entrer dans le cerveau, et là, ça donne beaucoup plus de dégâts. Une des choses qu'il faut aussi ensuite comprendre, c'est quelles sont les causes, on va y revenir tout de suite. Et puis la troisième notion, c'est de savoir s'il y a une problématique auto-immunitaire. Parce que si vous avez une perméabilité intestinale, mais que vous n'avez pas de mécanisme auto-immunitaire, c'est une prise en charge qui est complètement différente d'une prise en charge d'une perméabilité intestinale si vous avez des mécanismes auto-immunitaires, parce que ces LPS, ils peuvent directement activer certains récepteurs sur les cellules du système immunitaire et les orienter vers une réponse auto-immunitaire, c'est-à-dire favoriser l'attaque de ses propres tissus. Et puis c'est important à savoir parce que peut-être que ces mécanismes de perméabilité intestinale, ils sont induits par des problématiques auto-immunitaires. Donc si on vous met un protocole standard pour essayer de récupérer cette imperméabilité, mais qu'en fait, ce qui cause le problème, c'est une problématique auto-immunitaire, à ce moment-là, on fait juste du traitement de symptômes. Et ce qu'il va falloir faire, c'est aborder la dimension auto-immunitaire et pas juste la perméabilité intestinale elle-même. Okay? Donc je vous parlais qu'un des éléments, donc si on résume, il faut connaître le type de perméabilité, et ça peut se mesurer aujourd'hui grâce à des tests spécialisés. Malheureusement, ça ne se fait pas beaucoup en Europe. Il y a des tests, des laboratoires qui font ça aux États-Unis. En Europe, certains laboratoires offrent de mesurer les taux ici de zonuline dans le sang. Le problème, c'est que si on mesure les taux de zonuline, il y a des études qui montrent que c'est très variable. Donc fondamentalement, si on vous fait une prise de sang et puis que vos taux sont élevés, on ne sait pas s'ils vont rester élevés ou bien s'ils font juste partie une fois que c'était un petit peu plus élevé que d'habitude, ou bien si c'est dans la norme, peut-être qu'on croit que c'est normal, mais en fait, ils étaient bas juste avant de remonter. Donc le seul moyen de vraiment savoir et d'avoir une stabilité de la mesure, ce n'est pas de mesurer les taux de zonuline eux-mêmes, c'est de mesurer s'il y a des anticorps ici à la zonuline. Donc ça, c'est une prise de sang dans certains laboratoires spécialisés, notamment aux États-Unis, qui nous permettent de savoir si on a des problèmes avec la zonuline, si on a des problèmes avec l'occludine, si on a des problèmes avec l'actomyosine, si on a la présence de LPS ici, et donc nous donner une idée du type de problématique. Okay? Ensuite, comme je vous l'ai dit, de savoir si on a la présence d'endotoxémie. Donc ça, on peut faire des tests de sel pour voir si vous avez des déséquilibres de la flore intestinale et puis aussi les marqueurs sanguins sur ces LPS. Ensuite, on peut mesurer aussi l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique. Une fois de plus, ce sont des tests extrêmement spécialisés qui ne s'utilisent pas encore couramment en médecine. Et puis ensuite, dans les causes. Alors, dans les causes, on en a plusieurs. La plus fréquente, c'est l'alimentation. Si vous consommez de l'alcool, si vous consommez une alimentation qui est très riche en sucre rapide, en hydrates de carbone, en aliments qui sont génétiquement modifiés ou en aliments industriels, ou si vous mangez beaucoup de malbouffe, etc., etc., ça va favoriser cette perméabilité intestinale. Il faut savoir aussi la caséine dans les produits laitiers, la protéine du lait est quelque chose qui est très inflammatoire, qui va favoriser ici cette perméabilité intestinale. Et puis surtout le gluten, la protéine du blé et de la famille associée. Il y a des études qui montrent qu'en fait le gluten va activer la zonuline chez absolument tout le monde, c'est-à-dire qu'il va favoriser
une perméabilité momentanée de la barrière intestinale. Et ça, c'est chez tout le monde, pas juste chez les personnes qui ont une maladie cœliaque ou qui ont une intolérance au gluten. Donc, certaines personnes, elles vont pouvoir manger du gluten, leur barrière devient momentanément perméable, puis ensuite elle se reconstitue, mais d'autres personnes, malheureusement, eh bien, elle devient perméable et elle le reste. Okay? Donc, on n'est pas tous égaux face au gluten, mais il faut savoir que le gluten active une ouverture, une perméabilité intestinale chez absolument tous les individus. Okay? Ensuite, troisième grosse source de cause de cette perméabilité, les médicaments, notamment tout ce qui est ces médicaments pour les problèmes digestifs, les inhibiteurs de la pompe à protons. Les anti-inflammatoires, ça alors c'est dévastateur pour votre perméabilité intestinale. Et puis les antibiotiques qui vont non seulement fragiliser votre perméabilité, votre imperméabilité ou rendre votre muqueuse intestinale plus perméable, mais qui vont aussi altérer votre flore intestinale et donc créer ce qu'on appelle des dysbioses et potentiellement participer à de l'endotoxémie. Okay? Ensuite, il y a certaines infections qui vont participer aussi à la perméabilité intestinale. Le stress, notamment l'augmentation de l'hormone du cortisol, va favoriser une perméabilité intestinale. Des hormones, notamment si vos taux d'hormones thyroïdiennes sont diminués, ça va fragiliser la barrière intestinale et rendre votre intestin poreux. Le métabolisme, ici, avec de l'inflammation, ce qu'on appelle les AGE en anglais, c'est-à-dire des produits, si vous mangez trop sucré, ces sucres vont se combiner à des protéines et ça va favoriser cette perméabilité intestinale. On a aussi, comme je l'ai dit, tout ce qui est auto-immunitaire qui va participer à cela. Et puis le surpoids aussi, on sait que les personnes qui sont en surpoids ou obèses, parce qu'il y a énormément d'inflammation qui est produite, qui vont favoriser ces mécanismes de perméabilité intestinale. Et puis le dernier, ici, je voulais prendre un petit peu plus de temps, c'est l'aspect neurologique. Et ça, dans la grande majorité des thérapeutes qui prennent en charge cette perméabilité intestinale, ben c'est une chose qui n'est pas prise en compte, c'est l'aspect neurologique des choses. On sait aujourd'hui, il y a des études qui le démontrent clairement, si vous faites un traumatisme cérébral, si vous faites une commotion cérébrale, dans les heures qui suivent, votre intestin va devenir perméable de par cet axe cerveau-intestin. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Si vous voulez un peu plus d'infos, vous tapez Yannick Poli, l'axe intestin-cerveau. Et donc, vous pouvez avoir une perméabilité intestinale qui persiste à la suite de dysfonctions au niveau du cerveau et du tronc cérébral. Donc, ce sont des dysfonctions qui peuvent être induites. Vous pouvez avoir des symptômes à la suite d'une problématique de commotion. Ces symptômes cognitifs ou cérébraux peuvent disparaître, mais des dysfonctions au niveau du tronc cérébral, qui sont des niveaux neurologiques qui sont en dessous de notre conscience, peuvent continuer d'avoir une perturbation, ce qui perturbe la fonction du nerf vague, et donc d'avoir une perméabilité intestinale qui persiste, et malgré le fait que vos symptômes cérébraux se sont améliorés. Et donc, vous pouvez travailler tout ce que vous voulez nutritionnellement sur votre intestin, ça ne va jamais changer les choses parce que la perméabilité, dans ce cas-là, est une conséquence et donc il faut aller travailler au niveau neurologique et ça malheureusement très peu de personnes, et en tout cas ici dans le monde francophone en Europe, ne sont conscients de ça ou ont les outils de prendre ce type de problématique en charge. Donc n'oublions jamais que c'est une relation bidirectionnelle entre notre intestin et notre cerveau. Notre intestin influence notre cerveau, mais notre cerveau influence aussi notre intestin. Donc il ne faut absolument pas oublier cette dimension neurologique. Okay? Donc dans la prise en charge, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous l'ai dit, tout d'abord, on va faire des prises de sang pour déterminer le type de problématique. Est-ce que c'est paracellulaire, transcellulaire, les deux? Est-ce qu'il y a de l'endotoxémie qui est présente? Est-ce que notre barrière hémato-encéphalique a perdu également son intégrité? Quelles sont les causes que l'on va pouvoir déterminer au travers de l'anamnèse et d'un examen clinique? Et puis ensuite, on va mettre en place des stratégies thérapeutiques qui sont bien évidemment, il n'y a pas de stratégie à taille unique ici. Ici, ce n'est pas une notion de dire, de toute façon, on sait que plus ou moins tout le monde a une problématique. Si vous avez une problématique de perméabilité intestinale, si vous avez une maladie chronique, donc prenez de la glutamine. Non, c'est pas comme ça. C'est en fonction des facteurs que l'on a, que l'on va mettre en place une stratégie. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez une perméabilité intestinale,
La prise en charge va être totalement différente de si vous avez une perméabilité intestinale en présence d'une maladie auto-immunitaire ou pas. Mais parmi certains des éléments que l'on va utiliser très fréquemment, les acides gras à chaîne courte, qui sont un des seuls suppléments qui a montré qui aidait à reconstituer la zonuline. La glutamine, elle aide au niveau, elle aide à énergétiser ces cellules pour qu'elles puissent récupérer, mais elle n'aide pas cette zonuline à se reconstituer. Les acides gras à chaîne courte, eux, le font. Bien évidemment, la glutamine, qui reste toujours utile, les flavonoïdes, qui vont aider à calmer notamment l'inflammation, la vitamine A, la vitamine D, qui sont aussi très très importantes. Et puis aussi, après, les facteurs, bien évidemment, de style de vie. Il faut gérer votre stress, il faut mieux dormir, il faut éliminer la cigarette si vous fumez, etc., etc. On sait qu'il y a plein de choses qui vont jouer un rôle. Certaines toxines, comme le bisphénol A, vont jouer un rôle que l'on trouve dans les plastiques, etc., etc. Mais de nouveau, là, je ne peux pas vous donner une recommandation à taille unique, parce que, bien évidemment, il faut avoir une vision d'ensemble du cas du patient, d'avoir ces notions de spécificité, de quels mécanismes sont impliqués. Est-ce qu'on a une endotoxémie? Est-ce que notre barrière hémato-encéphalique est touchée? Est-ce qu'il y a présence d'auto-immunité, etc., etc. Et donc, je ne peux pas vous donner, si vous avez une problématique de perméabilité intestinale, une espèce de recommandation à taille unique, ouais, prenez ça et puis ça va vous guérir. Non, c'est vraiment une vue d'ensemble que l'on a besoin d'avoir sur cette problématique. Okay? Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.